Hey, hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Pour aujourd'hui, on va regarder le C2, le framework C2 Convenient, donc pour la gestion de shell et tout ça. Donc, on va aller un peu plus technique au niveau de comment l'installer, le configurer, exécuter un petit peu quelques commandes malicieuses sur un ordi Windows. Donc, cette vidéo-là va être vraiment orientée sur l'utilisation d'un outil de sécurité. Donc, on regarde ça. Tout d'abord, ce qu'on a besoin dans cette vidéo-là, ça va être premièrement d'une machine, par exemple Linux. On va avoir besoin au minimum de, je dirais, deux machines pour avoir une meilleure compréhension puis pour la gestion de tout ça. Donc, la première machine va servir à installer l'outil en question pour effectuer les attaques sur l'autre machine. Donc, dans ce cas-là, moi, j'ai deux machines. J'ai une Kali Linux pour exécuter des tests avec l'outil qui va fonctionner dessus. Puis, j'ai une autre machine Windows qui elle va être la cible de ces attaques-là. Convenient, c'est un framework de C2. Le C2, ça veut dire quoi? C'est Command and Control. Et en fait, ça veut dire quoi ça aussi? C'est que dans le fond, c'est que ça va, comment je peux dire ça? Dans mes mots, ce que je dirais, c'est qu'un framework C2, ça permet d'avoir une meilleure gestion euh, des shells, de l'exécution qu'on veut faire sur les différentes machines. Puis souvent, on va avoir une interface, on va avoir des modules intégrés, on va avoir des fonctionnalités supplémentaires qu'on n'aurait pas nécessairement dans un shell Netcat ou un shell, je vais dire, basic. Vous pouvez l'installer sur une machine puis accéder à distance, je veux dire via l'interface web. Donc, vous n'avez pas besoin d'installer de Fat Lion sur votre machine pour pouvoir l'exécuter. Donc, ça, c'est vraiment un autre plus parce que vous pouvez l'exécuter, mettons, sur une machine Kali Linux à distance. Ce que vous faites, vous pouvez vous connecter SSH si jamais vous voulez exécuter différentes commandes. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est juste aller via l'interface web, la laisser rouler en background. Aller avec l'interface web, générer vos shells, vos commandes malicieuses et les envoyer sur votre victime. Si vous voulez aller chercher le projet, vous pouvez marquer sur Google ou DuckDuckGo, Convenient GitHub, vous allez arriver sur cette page-là. Le projet n'est pas nécessairement nouveau, donc ça fait plusieurs années qu'il existe et qui est maintenu. Il y a plusieurs commits, il y a quand même du bon support. Puis l'affaire qui est super cool aussi avec cet outil-là, c'est que la documentation est bien détaillée. Donc, il y a beaucoup de documentation sur l'installation, sur la gestion des utilisateurs, comment faire les listeners que je vais parler un petit peu plus tôt, les launchers, les grunts, building task, graphic view, etc. On va commencer par l'installation. Donc, ce que je vais faire, je me suis déjà connecté sur ma machine Kali. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir Git pour pouvoir cloner le projet. Fait qu'on va pouvoir cloner le projet. Tout d'abord, on va avoir besoin d'ajouter le recurse submodule parce qu'il va y avoir des modules récursifs. Donc, si on veut l'ensemble du contenu pour avoir, mettons, les modules supplémentaires pour l'exécution, par exemple Rubeus ou Sharp Exploit ou des choses comme ça, des modules supplémentaires d'exploitation en C Sharp. Dans le fond, on va avoir besoin de mettre le recursive pour qu'ils soient en mesure d'aller les chercher. Si on retourne ici, on a juste besoin de faire deux autres commandes. Donc, aller dans le répertoire et faire .NET Run pour exécuter. J'ai découvert cette application-là. Pourquoi dans le fond j'utilise ça, c'est que je l'utilise pour faire ma formation. Donc, dans les formations, on n'a pas le droit d'utiliser des outils d'entreprise. Donc, parce que les outils d'entreprise, souvent, ont des fonctionnalités supplémentaires. Ils ont beaucoup de choses built-in, d'évasion, de Defender, tous les logiciels de défense. Donc, la raison, c'est dans la formation, c'est qu'on veut valider est-ce que tu es en mesure d'exécuter des choses sur les machines, est-ce que tu es capable de comprendre ce que tu fais. Ça, c'est permis, je veux dire, à l'examen pour ma formation. Donc, c'est pour ça que je décide de l'utiliser au lieu de Shell Netcat parce que c'est beaucoup plus facile à utiliser et ça fonctionne super bien. On va pouvoir aller sur cette URL-là. Ça va nous arriver avec une interface comme ça. Fait que là, on va pouvoir entrer notre utilisateur et le mot de passe qu'on désire. Une fois enregistré, dans le fond, c'est que la première fois, c'est que ça va demander d'enregistrer votre utilisateur. Fait que là, dans le fond, c'est votre utilisateur qui est là. Donc, si on vient dans les users, l'utilisateur est là. Là, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un petit peu au travail de chaque configuration pour voir qu'est-ce que ça fait. Donc, les listeners, ce que ça va faire, c'est que ça va être une manière, dans le fond, c'est qu'on va envoyer notre payload, notre exécution. Le listener va être là pour écouter en attente de l'exécution de la commande pour qu'il envoie et établir la connexion. Donc, le listener, ça sert à ça. Il y a différents profils pour dire HTTP, custom, le TCP, default bridge.
moi, pour ma part, ce que je fais quand je viens faire une création d'un listener, je vais le nommer, par exemple, au nom du protocole que j'utilise, le binding IP. Moi, je vais mettre 80, 81 ou 80-80. Je mets rarement 80 parce qu'il y a plusieurs services qui utilisent ça directement sur la machine, donc pour ne pas avoir de conflit. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça 127.0.1.1. Je vais mettre l'adresse IP de la machine pour pouvoir que le call revienne sur cette machine-là. Fait que je vais faire ça comme ça. On peut faire create. Fait que si on voit qu'on a notre listener, mais on n'a pas rien qui est exécuté, on n'a pas de shell encore. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici qu'on vient dans le launcher, ça permet d'avoir des launchers, des exécutables ou des commandes d'exécution qu'on est en mesure d'utiliser de base pour, dans le fond, avoir un shell. Fait que ce qu'on va faire, c'est que par exemple, si on choisit PowerShell, qui est bon pour le Windows, si on prend le listener, si on voulait changer le listener, on pourrait le faire. On pourrait changer le type d'implant grunt HTTP SMB. On peut choisir la version .NET. Validation de certificat, ça c'est pour l'échange, les communications. Est-ce qu'on met un kill date? On fait la génération, on va dire generate le payload. Fait que là, avec ce payload-là, si je le prends et je l'exécute sur une machine dans un shell PowerShell, ce que ça va faire, c'est que ça va me retourner un shell dans le listener. Fait qu'on va faire, dans le fond, une ou l'autre, c'est bon, toutes les deux. Fait que ce qu'on va faire, on va faire ça. Je viens de déplacer sur ma machine Windows de test. Donc, si je rouvre PowerShell, ça paste la commande. On va voir qu'est-ce que ça fait. Est-ce que j'ai un shellback ou j'en ai pas. Si on fait Enter, là, on va voir que ça n'aura pas fonctionné parce qu'il dit que le script contient du contenu malicieux et que ça a été bloqué par l'antivirus. Donc, out of the box, je vais dire, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, c'est une bonne chose parce que, et c'est normal de s'entendre un comportement comme ça parce que on est venu prendre un launcher PowerShell avec une commande encodée qui est souvent flaguée directement de Defender, des outils de défense. Donc, tu sais, ce payload-là, je veux dire, est utilisé sur tous les gens qui utilisent, par exemple, Convenient, qui pull l'outil et qui veut exécuter une commande PowerShell. Out of the box, ils prennent cette commande-là, puis cette commande-là est pareille, je veux dire, pratiquement pour tout le monde, sauf ça va changer l'adresse du listener. Mais pratiquement, la base de la commande est identique. Ce que ça va faire, c'est que les antivirus vont vraiment flaguer ça parce que c'est quelque chose connu. Comme je disais, ça fait pas loin de 3 ans que l'outil a été développé. Donc, les mécanismes de défense, par exemple Defender, tout ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont voir que c'est un outil qui va être utilisé par différents attaquants. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ajouter les signatures. Dans le fond, ils vont ajouter des patterns de détection sur les différentes exécutions que, par exemple, Convenient utilise pour pouvoir se défendre contre ça. Donc, étant donné que c'est public, ils vont aller chercher le contenu pour vraiment ajouter un petit plus à leur défense. On va quand même faire le test pour la preuve de concept. Donc, je vais aller dans Defender et je vais aller dans la gestion de Defender. Je vais enlever le Real-Time Protection pour l'antivirus. Donc, moi, j'ai tout disable dans ce cas-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir exécuter la même commande et on voit qu'on a un grunt. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a un shellback. Donc, si on vient au niveau de notre dashboard, on va voir qu'on a un shell et que le listener fonctionne. Donc, si jamais on clique sur le shell, je vais juste éditer pour mettre un bon nom pour m'aider. Par la suite, on voit ici Interact, c'est comme dans le fond les lignes de commande qu'on peut envoyer à la machine Windows pour que ça s'exécute. Les tasks, c'est les différents modules qu'il y a déjà built-in dans Convenient. Oh, attendez un petit peu, je vais revenir. Où est-ce qu'on en était? Fait que là, quand on regarde ça comme ça, on peut voir qu'au niveau des tasks, comme je disais, il y a plusieurs modules qui sont déjà built-in dans l'application qu'on puisse utiliser pour différentes choses. Donc, si on veut copier, supprimer des fichiers, faire l'attaque du DC Sync, bypass à MSI, comment je pourrais dire ça après ça? Ce qui peut être intéressant aussi, tout ce qui est Kerberoasting, Mimikatz, exécuter des commandes PowerShell. Donc, plusieurs choses intéressantes qui peuvent être faites. Fait qu'il va être intéressant, c'est que la commande qui va être exécutée,
On a juste besoin d'y envoyer le nom de la machine. Donc, si je voudrais une autre machine, je pourrais dire, bon, ça comme ça. Je pourrais dire, scan ces ports-là, pas de ping. Fait que là, si je fais task, ça a créé une task qui va scanner. Donc, ce qui va être fait, c'est que la commande va être envoyée avec les paramètres déjà nécessaires pour faire ça, sans me donner l'output. L'autre chose que je trouve super intéressante, c'est qu'ici, au niveau des taskings, on voit les tasks qui ont été réalisés, à quel moment ils ont été demandés, à quel point à quel temps ils ont été complétés. L'affaire aussi qui est super intéressante, c'est qu'au niveau des tasks, si on vient qu'à faire beaucoup de tasks, beaucoup d'exécutions, beaucoup de commandes, on est en mesure de réduire la fenêtre de ces commandes-là. Donc, des fois, ici, on voit juste, par exemple, le port là d'ouvert, fait que c'est quand même petit. Si on vient faire domper la mémoire de LSAS pour avoir des creds, des identifiants, ça va prendre beaucoup plus d'espace si on fait une attaque per hosting ou de différentes types d'attaques qui vont avoir beaucoup plus gros. Ça peut être tannant de scroller vraiment bas pour aller voir le contenu de nouvelles commandes. Donc, en faisant ça, ben, on peut être en mesure de naviguer plus facilement. Au niveau des tasks, ici, c'est là qu'on est en mesure de les voir complètement et l'ensemble des tasks. Donc, si par exemple, Kerberos, ici, je viens voir Kerberos, c'est une référence à Sharp Exploit, donc pour l'exécution. Donc, si on peut voir le module en question, username, hash format, puis après ça, tu as le code en C# pour pouvoir exécuter le module. Donc, dans ce cas-là, c'est quand même intéressant parce qu'on peut voir différents modules qui sont ajoutés. On peut créer des modules ou en n'importe quoi. On est en mesure de voir la machine et où est-ce le listener qu'on a aussi. Donc, on peut voir que la machine Windows Dev est connectée au listener HTTP. Donc, on a le listener et le client, la victime au niveau du data. Donc, si jamais on a des credentials, on a des downloads qu'on a effectués de la machine, donc downloader un fichier spécifique, on va pouvoir venir ici pour jouer avec, ben, par exemple le télécharger ou peu importe, de l'interface web. Si jamais on fait screenshot, donc si je viens faire la commande screenshot, ici on le voit ici. Sinon, pour venir le voir au niveau du screenshot qui a été réalisé, ça a été ajouté là. Comme j'ai mentionné tantôt, les users, donc si jamais on va ajouter différents users à l'application, parce qu'on roule ça par exemple sur un serveur externe, puis on se connecte à distance avec Source Convenient, ben, ça pourrait être quelque chose de qui est possible pour faire l'ajout et la gestion d'utilisateurs. Quand on va avoir, mettons, une exécution, un shell, peu importe, on va être en mesure de les voir ici. Donc, si jamais on en a plusieurs, par exemple, on exécute ça sur un domaine, puis on a par exemple 2 machines, 3 machines, ben, ça va être facile de naviguer entre ces différentes machines-là, étant donné qu'on va les avoir au niveau des grunts ici. Donc, quand c'est comme ça veut dire que le statut est exit. Donc, le shell n'est plus opérationnel, tandis que ici, on va être en mesure de voir que c'est toujours opérationnel. Puis si on veut, par exemple, shell command, puis on fait un dire pour lister le directory courant, on va pouvoir voir le output, puis que le shell est toujours valide. C'est le fun d'avoir quelque chose, je veux dire, d'interactif comme ça avec une interface. Je trouve ça beaucoup plus facile à utiliser que, par exemple, PowerShell Empire, que c'est tout au niveau du command line pour l'ajout des modules et l'exécution de ceux-ci. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir une interface et d'avoir la gestion aussi facile que ça pour gérer les shells. Donc, moi, j'utilise vraiment ça. Je veux dire, j'ai pas lâché Netcat, mais j'adore vraiment cette interface-là puis le fait d'avoir des modules supplémentaires pour que ce soit Windows ou même Linux pour pouvoir exécuter différentes commandes, donc sans avoir besoin nécessairement d'avoir à uploader sur la machine l'exécutable pour pouvoir l'exécuter par la suite ou peu importe. Fait que dans ce cas-là, les modules sont déjà ajoutés à l'application. Donc dans cette vidéo-là, je vous ai montré un peu comment utiliser Convenient. Ça sert à quoi? Ça ressemble à quoi l'interface? Comment l'utiliser pour utiliser les différents modules pour avoir un shell sur différentes machines, donc au lieu d'utiliser Netcat directement avec le command line pour listen et exécuter nos commandes. Dans le fond, dans ce cas-là, c'est totalement interactif. On a différents modules qu'on peut utiliser pour aller chercher des mots de passe, exécuter des commandes, downloader des fichiers, prendre des screenshots, etc. Donc, c'est une application, un outil vraiment intéressant à utiliser pour avoir des shells interactifs. J'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Si jamais
vous avez aimé ça, mettez un thumbs up, partagez la vidéo en grand nombre, laissez des commentaires si jamais vous avez des questions, et on va se dire à la prochaine. Bye bye!